Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue, nous sommes ici en direct depuis l'école 42 dans le 17e arrondissement de Paris. Alors vous vous dites mais pourquoi nous sommes à l'école 42 alors que d'habitude nous sommes bien dans notre petit studio de 01net TV? Eh bien tout simplement pour fêter ce meilleur dev de France, un grand concours avec les meilleurs codeurs de France qui vont s'affronter tout au long de cette soirée ici à l'école 42. Alors c'est une grande soirée où Next Radio TV, BFM Business, 01net TV sont partenaires, c'est pour ça qu'on est là. Et on est ravis d'être ici avec à mes côtés, non pas Jérôme Colombin ce soir, mais Delphine Zabatier qui va m'accompagner tout au long de cette soirée avec un 01 Live un petit peu plus long que d'habitude. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Directrice des rédactions de 01net TV. Et puis à mes côtés aussi, Eric Le Bourlou. Salut Eric. Hello. Alors Eric est un plus en fan de codage, donc il est content d'être là. Ah ouais. Et puis en plus, je maîtrise tellement bien. En plus. Alors au menu de ce 01 Live Hebdo, on va revenir avec Eric Le Bourlou sur les gros titres d'actualité de cette semaine, avec notamment l'Apple Watch, bien sûr, qui a été annoncé par Apple. L'Apple Watch, mais aussi un nouveau MacBook. On évoquera aussi l'actualité des télécoms avec cette nouvelle Freebox qui a été lancée par Free et Xavier Niel, une Freebox qui tourne sous Android TV. Stéphane Boucris nous rejoindra tout à l'heure, hein, Delphine. Il nous expliquera qu'est-ce que ce concours du meilleur dev de France. Et puis Bruno Cormier, qui est, vous le savez, journaliste au Labo 01net, sera là aussi avec nous. Et avec lui, on s'intéressera à un téléphone étonnant. C'est en fait la copie exacte de l'iPhone 6. Sauf que ce n'est pas l'iPhone 6. Il s'agit d'un téléphone ZTE et vous verrez, les ressemblances sont quand même assez troublantes. Il a d'autres petits gadgets à nous montrer tout à l'heure. Bruno Cormier du Labo 01net. Vous le savez, nous sommes en direct, on est connecté. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le compte Twitter de 01net TV avec le hashtag 01live. Votre question, le hashtag 01live, soyez les bienvenus. Et on commence bien sûr par notre question 01net Orange. Une question d'actualité puisque on va parler d'Apple Watch avec vous et vous allez pouvoir voter sur 01net.com. Regardez cette question, c'est un peu direct, vous allez voir. Selon vous, l'Apple Watch c'est trop cher, je vais craquer, ça sert à rien, j'attends de voir les usages. Allez-y, 01net.com, vous cliquez sur la page du 01 Live Hebdo et vous votez, vous nous dites ce que vous en pensez, on fera le point un petit peu plus tard dans la soirée. Avant d'aborder l'actualité de la semaine avec Eric Le Bourlou, oui je le disais Delphine, une soirée un petit peu plus longue que prévu. On va expliquer un petit peu ce qui va se passer ce soir. 01 Live Hebdo jusqu'à 19h exceptionnellement. Première partie comme d'habitude avec l'actu de la semaine. Et puis après un spécial meilleur dev de France tout à l'heure. Oui tout à fait, on va consacrer une demi-heure finalement à cet événement qui nous accueille aujourd'hui et qu'on va un petit peu raconter dans le détail. Pourquoi le meilleur dev de France et surtout pourquoi on est tous ici et on n'est pas les seuls. Il y a énormément de personnalités du numérique qui sont là. C'est devenu un rendez-vous, non pas que des startups, mais aussi de tout l'écosystème de la high-tech. Voilà. Alors pourquoi? Ça grouille Raison de créativité succès, ici, on va expliquer tout ça. Voilà, et puis nous aurons le fondateur de l'école 42 tout à l'heure. On fera le pont aussi avec lui. L'école 42 a été annoncée il y a 2 ans. On verra justement si tout est dans les clous, comme on dit. Ça sera donc dans une vingtaine de minutes. Pour débuter donc, Eric Le Bourlou avec nous de la rédaction de 01net, rédacteur en chef du pôle Actu. Bon, alors une semaine quand même assez chargée en Actu. Hein, ouais, avec il y a eu se passer des choses. Apple qui a annoncé coup sur coup 2 choses. Alors bon, c'était pas tout à fait une annonce, c'était on va dire l'arrivée officielle de l'Apple Watch. Ça y est, on en sait beaucoup plus aujourd'hui, hein, Eric. Bah oui, on en sait beaucoup plus. Ils ont passé à peu près une bonne heure à parler de l'Apple Watch. On connaissait déjà l'Apple Watch. Maintenant, on connaît son prix, on sait quand elle sort. On sait où elle sort. Donc elle sort bien en France. Elle sort en France, c'est assez cher quand même, parce que ce sera au minimum 400 € pour s'acheter une Apple Watch et jusqu'à 18 000 € si vous avez les moyens. Voilà. Alors 18 000 €, autant vous dire que là. Oui. C'est de l'or, du platine. Enfin, oui, c'est voilà. Enfin, ça reste des métaux précieux. Les mêmes fonctions pour 18 000 € finalement. C'est exactement les mêmes fonctions, mais par contre, on a un boîtier en or, voilà. Ouais. Donc c'est très étonnant. Pour Apple, c'est un monde complètement nouveau parce que plutôt que faire de l'électronique grand public, ils font un objet de luxe ou un objet en tout cas de mode. Alors, on a vu plein de choses durant cette conférence. Tim Cook, donc le patron d'Apple, a passé à peu près une demi-heure à nous expliquer tout ce que pouvait faire l'Apple Watch, que ce serait génial pour payer, que ce serait génial pour ouvrir sa chambre d'hôtel, etc., etc. Mais finalement, pour l'instant, on attend encore la killer app, ce qui va faire qu'on va vouloir acheter une Apple Watch. Alors c'est séduisant, on a tous envie de l'essayer, mais pour l'instant, on va voir si
c'est vraiment aussi bien que ce qu'Apple nous annonce. Et est-ce qu'elle est déjà plus intelligente qu'une montre sous Android Wear? Alors, a priori, oui. Alors, nous, on l'a pas essayé. Il y a Pierre Fontaine qui a pu l'essayer en avant-première. Nous, on l'a pas. Moi, je l'ai pas essayé. D'ailleurs, vous voyez le magnifique poignet de Pierre Fontaine, voilà, là. qui a pu jouer avec. Oui. Et effectivement, elle est plus intelligente qu'une Android Wear, enfin que la plateforme de Google, qui est en V1 en fait très limitée, puisqu'en gros, c'est un déport des notifications de son téléphone. Là, ça va un peu plus loin, parce qu'on a des vraies applis qui peuvent tourner sur la montre. Alors, sur Android Wear, ça commence à venir aussi, mais ça reste plus limité. L'interface est plus complète sur l'Apple Watch, il y a plus de fonctions, mais elle a d'autres défauts que certaines Android Wear non plus. On verra notamment son autonomie, on attend de la tester parce qu'a priori on n'aura qu'une journée d'autonomie et ça peut poser un problème puisque 18 heures, c'est ça pour une utilisation 18 heures moyenne par Apple. Ouais. Certaines montres Android Wear montrent déjà à 3-4 jours. Voilà, 18 heures, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Alors, ça ne fait pas que ça, c'est-à-dire que visiblement, il y a une notion de paiement. On va pouvoir ouvrir, par exemple, la porte de sa voiture, démarrer une voiture avec. Ouais, il y a plein de choses de prévues. Évidemment, l'Apple Watch embarque une puce NFC. Donc, avec cette puce-là, on pourra faire différentes choses, dont payer, dont ouvrir la porte de son garage, dont ce qu'on peut faire déjà avec son téléphone. Une chambre d'hôtel, même, visiblement. Voilà, hein. On peut imaginer très bien le faire avec son téléphone. Là, on le fera avec son poignet, c'est classe. Voilà. mais effectivement, on a d'autres usages qui seront donc imaginés pour l'Apple Watch. Il n'y a pas de nouveauté radicale dans cette montre, si ce n'est une interface comme Apple sait les faire, c'est-à-dire très bien faite, très originale. D'après Pierre qui a pu tester la montre, c'est quand même pas forcément hyper intuitif dès le départ. Il y a 2 boutons sur la montre, une molette, un écran tactile. Au début, on s'y perd un peu. En vrai, c'est plus compliqué à utiliser qu'une montre Android Wear. Alors, ça a plus de fonctions, mais c'est plus compliqué à utiliser. Alors que la force d'Apple, justement, c'est l'ergonomie toujours léchée des produits et la facilité d'utilisation. On l'a vu avec l'iPhone et l'iPad. Effectivement, là, il y a en fait, comme ça combine écran tactile et boutons, il y a quelques petits. Bon, c'est un petit peu compliqué au début pour s'en sortir, mais après, d'après Pierre, on s'y fait, on s'y retrouve quand même. Bon, alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette montre? Alors pour l'instant, c'est quand même à 38%, c'est trop cher, cette Apple Watch. Et oui. Mais en même temps, on est de moins en moins nombreux à porter des montres. Donc moi, je comprends le positionnement d'Apple de dire je me mets sur un segment. Oui, au-dessus de la mêlée, finalement. Voilà, un petit peu plus luxe parce que je veux toucher finalement des utilisateurs qui ont déjà des montres. Et ces personnes-là mettent déjà pas mal d'argent. Ce sont des objets plus luxueux que des smartphones qui sont devenus des objets de tous les jours. Après, faudrait en discuter avec des fans de montres, mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas non plus de l'horlogerie, c'est-à-dire que ça reste à l'intérieur des puces, un écran LCD. Voilà, il n'y a pas d'orfèvre qui derrière a monté à la main rouage après rouage cette montre. Donc oui, si on paye 18 000 €. Est-ce qu'elle aura l'âme d'une montre, d'une belle montre? Et puis surtout, vous allez payer une montre 18 000 €. Quand vos petits-enfants écoperont de cette montre, il y a de fortes chances que malheureusement elle ne fonctionne plus ou qu'elle soit plus compatible avec elle ne sera pas assez puissante pour le nouvel OS en plus. Il faudra sans doute changer de modèle. Oui, bien sûr, exactement. Après, exigences. Après, il y a des gens pour qui 19 000 €, c'est rien du tout et qui peuvent se payer ça tous les ans. Voilà, c'est ça. C'est aussi ces gens-là que vise Apple d'ailleurs. Mais quand la montre, dans 10 ans, pourra projeter je sais pas, des tissus géographiques, par exemple. Voilà, elle sera un peu ringarde. Voilà, celle à 18 000 €, elle aura du mal à passer quand même. La question qu'on peut se poser aussi, parce que c'est sans doute le lancement le plus dangereux pour Apple, c'est le lancement de tous les dangers quand même. Exactement, c'est le premier lancement après Steve Jobs. C'est le premier lancement sans Steve Jobs. Oui, on ne sait pas si Steve Jobs avait eu déjà l'embryon de l'idée d'une montre connectée. Alors sans doute que le projet, il a dû l'entendre parler, mais par contre, effectivement, est-ce qu'il l'aurait fait comme ça? Bon, on peut en débattre pendant des jours et des jours. On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un lancement dangereux parce que Apple met beaucoup de ses ressources là-dedans et effectivement se transforme. C'est-à-dire qu'avec cette montre qu'on peut configurer dans plein de tous les sens, changer de bracelet, avoir 3000 versions, ça change complètement. Et puis surtout qui va être vendu dans des endroits qui ne sont pas habituels pour Apple, c'est-à-dire des magasins de mode, des grands magasins, etc. C'est un important changement pour Apple. Et si c'est un bid, ça va être un petit peu problématique. Il faut savoir aussi que les montres connectées, pour l'instant, c'est vraiment pas un grand carton. Il y en a pas beaucoup qui sont vendus l'année dernière, même pas 1 million d'Android Wear sur toutes les marques Samsung, Sony, etc. qui en font. Donc pour l'instant, c'est pas un vrai succès. On verra si Apple parvient à changer ça. Nous, nos premiers retours de nos lecteurs, en tout cas, ils sont pas intensément convaincus par la nécessité d'avoir une montre comme ça au poignet. Et d'ailleurs, il y avait plus d'effervescence pour la conférence de Free le lendemain matin que pour celle d'Apple. On a eu beaucoup plus de participation, de questions et de gens qui attendaient fermement Xavier Niel. La Free, on va en parler dans un instant, mais autre annonce qui, elle, on va dire, est plus rassurante dans le sens où voilà, c'est quelque chose qu'on attendait, on n'a pas été déçus.
c'est ce nouveau MacBook qui a été annoncé. Oui, c'est un nouveau MacBook qui a été annoncé. Donc on attendait un MacBook Air. En fait, c'est un MacBook qui est encore plus fin que le Air, mais qui s'appelle quand même MacBook. Ouais, donc il existe le MacBook Air. Alors il existe encore. La gamme MacBook Air existe encore. Là maintenant, c'est une gamme intermédiaire entre le Air, qui devient l'entrée de gamme finalement d'Apple, le MacBook classique traditionnel qui vient d'arriver, et le MacBook Pro qui reste la machine Pro plus complète. Alors il existera en or, hein, visiblement. C'est ce qu'on voit là à l'écran. Il est en version or. Alors c'est la nouvelle marotte d'Apple, faire des produits dorés. Il existera en 3 couleurs d'ailleurs, hein, je crois. Oui, complètement. Gris foncé, gris clair, et donc gold comme ça, comme les iPhones et les iPads. Exactement. Hein. Alors c'est un produit qui attendait beaucoup les fans d'Apple parce que c'est un produit 12 pouces. Et 12 pouces, c'est le format des PowerBook historiques de la marque Apple. Et donc voilà, Apple revient aux 12 pouces. C'est une machine très particulière parce qu'elle a, en fait, et c'est d'ailleurs ça qui pose un petit peu problème à certains, elle n'a qu'un seul port, cette machine, c'est-à-dire que vous ne pouvez la brancher physiquement à un câble qu'avec un seul port USB type C, qui est le futur port de l'USB. Ouais. Hein, tous les PC auront ça demain, mais c'est la première machine à embarquer ce port-là. Et surtout, il n'y a plus qu'un mini jack aussi. Hein. Un mini jack, pardon. Il y a mini jack, c'est tout. Mais vous n'avez plus de port USB, vous n'avez pas d'Ethernet, vous n'avez rien du tout. Donc on est obligé, si on veut brancher quoi que ce soit, de passer par ce port-là. Oui, alors oui, effectivement. Bonjour les accessoires. Voilà, alors ce port-là, bonjour les Switch. Exactement. Alors Apple a déjà prévu le coup, évidemment. accessoires. Il y a un accessoire qui existe qui vous permet d'étendre sa connectique, mais qui coûte $80. Donc il faudra rajouter ça à un prix qui est déjà de 1500 € presque. Donc ce qui n'est pas donné, sachant que la machine elle-même n'est pas très puissante. Hein. En fait, c'est un processeur qui n'est pas très puissant dedans. C'est un Core M. Donc c'est une très très belle machine, très fine comme c'est le faire Apple, mais c'est pas un foudre de guerre. C'est-à-dire que c'est vraiment là presque une vitrine technologique. Exactement. Ils ont voulu montrer aussi que ils continuaient à innover sur le secteur. Et puis en disant voilà, maintenant le seul port de cette machine, c'est un port USB type C. C'est le futur. On n'aura plus qu'un seul port sur les ordinateurs. C'est un pari encore une fois osé. On verra bien s'il s'avère payant. Ouais, USB type C d'ailleurs qui risque d'arriver sur tous les appareils, même les smartphones, les tablettes, etc. C'est le standard. Ça sera peut-être le connecteur de demain finalement. Partout, ce sera clairement le standard de connexion de demain. Et c'est très bien d'ailleurs qu'Apple, pour une fois, accepte le standard. Et qu'on n'ait pas un truc comme le Lightning par exemple. Exactement. D'ailleurs, ça pose des questions concernant le Lightning. Est-ce qu'à terme, il ne va pas disparaître Lightning, au profit de l'USB-C tout à fait. Voilà. Apple revient vers les standards et c'est bien. Voilà, d'ailleurs, une petite vidéo vous attend sur l'USB-C. Qu'est-ce que c'est sur 01net TV. On a fait ça aujourd'hui. Il était un petit peu obligé d'ailleurs, Apple, de se plier au standard. Ah, je ne sais pas ça. Alors sur les téléphones mobiles, oui, je pense. Effectivement, il y a une réglementation européenne qui va entrer en vigueur, mais sur les ordinateurs, c'est assez différent, si je ne m'abuse. Et de toute façon, ils peuvent aussi très bien passer par un adaptateur pour éventuellement. C'est vrai, comme ils le font aujourd'hui. Mais ceci dit, effectivement, ce serait mieux qu'ils changent leur prise pour qu'on ait tous les mêmes prises, quoi. Alors, on va refaire un petit point sur notre sondage. On vous demande justement ce que vous pensez de cet Apple Watch. Alors écoutez, le constat est sans appel. Hein. Toujours 38% pour c'est trop cher. Ça sert à rien, 33%. J'attends de voir les usages, 22%. Et je vais craquer à peine 5,95%. On se rend compte que la bataille, en tout cas, n'est pas gagnée pour Apple. Franchement, ça va être intéressant à suivre dans les semaines et les mois qui viennent parce qu'on sait qu'on va avoir une niche, un réservoir de fans d'Apple qui vont obligatoirement craquer et se l'acheter. Mais est-ce que ça va sortir de ça? Est-ce que finalement, vous et moi, on va craquer pour une montre Apple? Rien n'est moins sûr. Ça va être assez intéressant. Un mot pour terminer, Éric Le Bourlou, pour signaler la disparition d'un grand écrivain. Oui. Et vous vouliez lui rendre hommage. Je tenais à le dire aujourd'hui parce que voilà, on est à l'école 42. 42, c'est le chiffre de Douglas Adams. Et Douglas Adams, c'est un écrivain qui est un culte pour la pop culture et la geek culture. Et aujourd'hui, c'est un autre écrivain culte pour la culture geek qui vient disparaître. C'est Terry Pratchett qui vient de mourir. Terry Pratchett, c'est le Disque Monde. C'est un écrivain de fantasy génial, super drôle, qu'il faut lire absolument si on est un petit peu geek, si on est fan de technologie et si on est fan de science-fiction et de fantasy. Et malheureusement, voilà, il a disparu aujourd'hui à la suite d'une maladie assez grave, malheureusement. Voilà, donc on peut lui rendre hommage ce soir. Voilà, en plus, il serait dans son élément ici, à l'école 42. Il serait plutôt bien, même si c'était pas lui spécialement un codeur, mais en l'occurrence, c'est la culture, la culture geek. Je pense que beaucoup de jeunes qui sont ici. Il a fait beaucoup de conférences, il a fait beaucoup de conventions. C'était quelqu'un de très bien. Parfait. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Merci. Rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. Bruno Cormier sera là dans quelques minutes du labo 01net. Il a trouvé, Delphine, un smartphone qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'iPhone 6, mais ce n'est pas l'iPhone 6. Incroyable. Vous allez voir ça dans quelques instants.
Et puis dans l'immédiat, on va faire un point sur ce meilleur dev de France. On va recevoir l'organisateur Stéphane Boucris. Restez là, on revient dans quelques secondes. Voilà, nous sommes depuis l'école 42 en direct sur 01net TV. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur 01nettv.com, sur 01net.com aussi. Une grande soirée qui va se dérouler tout au long de cette soirée justement avec BFM Business, 01net.com. Tout à l'heure, mon camarade Sébastien Coinon sera là à partir de 21h30 pour un Tech Co spécial que vous co-animerez avec lui d'ailleurs, hein, Delphine. Oui, tout à fait. Pendant 1h30, on va faire une émission spéciale pour cet événement et donc on sera à l'antenne de 21h30 à 23h sur BFM Business. Voilà, ça va être très sympa et puis on connaîtra sans doute, vous serez là jusqu'à l'issue de ce concours pour connaître le gagnant du meilleur dev de France de ce soir. Et oui, alors là, beaucoup de participants, je crois, c'est ça à peu près 900. Un millier, oui, tout à fait, voilà. Un peu moins d'un millier. Bonsoir Stéphane Boucris, merci. Bonsoir. Vous êtes merci donc l'organisateur de ce meilleur dev de France. Alors pour tous ceux qui viendraient d'arriver là, qui ne savent pas ce que c'est, expliquez-nous en quelques secondes de quoi s'agit-il. Alors, en quelques mots, le concours du meilleur développeur de France, c'est un triptyque. C'est d'abord le concours, le hackathon, le plus gros hackathon de France, puisqu'il y a 1000 participants. Donc, c'est le plus gros hackathon physique de France. Ensuite, donc, l'idée, c'est de programmer le plus vite possible. Alors, c'est de programmer le plus vite possible, de résoudre le plus grand nombre d'algorithmes dans le plus petit temps. Et pour ça, donc voilà, il y a 10 questions à résoudre. La première est très facile, la dernière est impossible. Ils ont tous donné un langage de programmation au préalable. Il y en a qui font du PHP, d'autres du Java. Et le plus rapide gagnera le titre, 10 000 € et la gloire, donc à la fin de la soirée. Il y a des épreuves, ce sont des épreuves individuelles, mais certains viennent jouer en équipe. Tout à fait. Alors en équipe, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent ensemble, ça veut juste dire qu'ils sont venus avec un esprit d'équipe. C'est un peu comme à Roland-Garros quand l'équipe de France envoie de son gars ou mon fils, à la fin il n'y en a qu'un qui gagne, mais c'est l'équipe de France qui participe. D'accord. Ça va au-delà de ce concours du meilleur dev de France. On voit, il y a des startups, il y a des investisseurs qui viennent. C'est un peu la fête du codage ce soir, non ? En fait, le meilleur dev de France, c'est la plus grande manifestation high-tech de France, puisque ce soir, il y a 5000 personnes qui vont passer ici. Et c'est surtout l'événement le moins clivant, puisque l'entrée est gratuite. Donc on retrouve aussi bien des milliardaires que des étudiants, que des stagiaires, que des investisseurs. Il y a vraiment tout. C'est un peu œcuménique, c'est un événement fédérateur pour l'écosystème du digital. Et comment vous avez réussi ça ? Parce que vous êtes l'organisateur de l'événement, à faire finalement d'un événement autour des développeurs, qui n'est pas forcément quelque chose de très sexy et glamour, à en faire un événement high-tech où toutes les startups se bousculent, les dirigeants du numérique également, les grands gourous de la high-tech. Comment vous avez fait ça en 3 ans même? En 3 ans, c'est la troisième édition. Alors déjà, on a beaucoup de chance. On a été reçus par l'école 42 qui nous accueille chaque année. Donc il y a cette confiance-là. Voilà, on est très reconnaissant pour ça. Et avec mes associés, on essaie toujours d'innover. Donc au début, il y avait juste un concours. Ensuite, il y a eu les stands. Ensuite, il y a eu les conférences, puisqu'il y a pas mal de speakers prestigieux. Là, il y a le président du Syntec numérique, Guy Maoumani, qui vient de terminer sa conférence. Et donc, on essaie de faire venir... Il va passer d'ailleurs dans le Zero Live. Tout à fait. Il va arriver. Et donc, voilà, des personnalités intéressantes, des très belles startups. Tout l'écosystème du digital est là. Et voilà, c'est une grande fête. Et le plus jeune programmeur ce soir, à quel âge ? 14 ans, il s'appelle Ulysse, il vient d'Orléans. Alors on a des gens de Strasbourg, des dom-tom, d'Aix-en-Provence et lui vient d'Orléans avec son papa. Il sera là avec nous tout à l'heure. Il sera là. On va le passer à la moulinette des questions, hein, Delphine. Super. C'est avec génial. Son papa ou pas? Et la participation, pour les développeurs, elle est quand même payante. Alors non, elle est gratuite. J'avais vu sur le site qu'il fallait payer 29,90 €. On a fait un fee qui était au départ de 20 €, qui est remboursé en cadeau à la fin. En fait, c'était histoire de se dire s'il y a une tempête, qu'il y en ait quelques-uns qui viennent. Mais on a fourni beaucoup d'invitations. On a invité tous les étudiants, par exemple. Et voilà, on a beaucoup de partenaires aussi qui nous envoient des équipes. Société Générale, Crédit Agricole, Alliance, ils envoient 20, 30. La plus grosse équipe, je crois que c'est AXA ou Société Générale avec une vingtaine de développeurs. Et à la clé, ils gagnent 10 000 €. 10 000 €. Alors ça, c'est en argent. Après, il y a des chèques cadeaux qui sont offerts par Showroom Privé, qui est notre parrain, donc avec Thierry Petit. La gloire aussi, parce que quand vous êtes meilleur développeur de France, il y a LinkedIn qui commence à chauffer. Il y a une très belle histoire, si je peux raconter juste l'anecdote. Ouais. Olivier Hamon qui a gagné il y a 2 ans, et il était en stage chez SAP. SAP ne recrutait pas. Il est rentré chez lui à minuit, 1h du matin, se coucher. Et le lendemain matin, il a été à 9h au travail. Et sur son bureau, il a trouvé une enveloppe avec un CDI et un salaire qu'il ne pouvait pas refuser.
Génial, c'est super, mais c'est ça, c'est de belles histoires et ça fait du bien de les entendre, ces histoires-là. Bonne chance pour ce soir, ça va Merci bien beaucoup. se passer. Merci. Ça se passe bien déjà. Merci Stéphane Boucris d'être Merci à passé vous. dans le studio de 01 Live Hebdo. On va revenir dans un petit instant. On repart du côté du labo 01net avec Bruno Cormier et son imitation d'iPhone 6. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur 01net TV en direct, vous le savez, et c'est Bruno Cormier qui nous a rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Cormier du labo Bruno. 01net. Bon alors Bruno, il n'est pas venu les mains vides comme d'habitude, il est venu avec ses petits smartphones. Et depuis tout à l'heure, je vous parle d'une imitation d'iPhone 6 qui est étonnante. Bah oui, je suis pas venu les mains vides. Alors toujours le petit shopping du labo. Hein. alors voilà, le fameux iPhone 6 chinois. Alors l'iPhone 6 il est fabriqué en ressemble Chine déjà. Oui, d'ailleurs. Voilà. Oui. Bon, là c'est un ZTE, Mais donc c'est une vraiment marque marque chinoise, d'accord. fabricant chinois. Il fait totalement illusion de face. Ouais, c'est vrai que quand on le voit surtout comme ça, que- le petit bouton là en bas, c'est terrifiant. Hein. Voilà. Et surtout que son écran est vraiment d'excellente qualité pour le coup. Et vraiment, c'est peut-être le composant de meilleure qualité qu'il y a dans le téléphone. C'est l'écran, c'est un écran japonais, GDI. Et donc, c'est pas du Full HD, mais les couleurs sont magnifiques. Ouais. C'est de l'IPS avec des purs angles de vision très larges. C'est vraiment très beau, très clean à regarder. Donc là, très bonne impression. Donc de face, effectivement, on dirait vraiment un iPhone. Ouais, c'est un iPhone sous Android quoi. Voilà. Alors même les icônes reprennent un peu le style iPhone. Quand on le retourne, c'est autre chose. Quand on le retourne, c'est une coque imitation métal, mais c'est du plastique. Mais elle épouse exactement la forme de l'iPhone. Et, dernière chose à signaler, c'est que ce modèle est un 5 pouces. Donc c'est un peu plus grand que l'iPhone 6 normal. Et c'est un peu plus petit que l'iPhone 6 Plus. Et c'est un peu plus petit que l'iPhone 6 Plus. Donc c'est l'iPhone intermédiaire en fait. D'accord. Et alors ZTE sort un téléphone comme ça sans vergogne, c'est-à-dire que ça gêne personne. Quoi. Alors aucun problème. Et au No niveau suicide. épaisseur, Bruno, Alors il est un peu plus épais, il doit faire 1 mm de plus que l'iPhone 6. du coup, il est plus solide. Est-ce qu'il est plus solide? Est-ce que tu as essayé de le Même tordre? pas sûr, il est en plastique. Non, on n'a pas essayé de le tordre, surtout pas. D'accord. Alors, Ça sort en France? est-ce que ça pose Ouais, problème? ça Eh ben pose non, problème, ça ouais. pose aucun problème puisqu'il va sortir en France, en fait, D'accord. officiellement. On ne sait pas trop quand encore. Nous, on l'a eu en import là pour l'instant grâce à un revendeur chinois qui revend d'ailleurs en Europe déjà, qui le propose à partir de directement, il l'envoie directement à partir d'un pays européen. Donc ça pose aucun problème pour l'instant. Alors je sais pas, peut-être qu'Apple va se réveiller, peut-être qu'ils sont flattés, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai S'ils qu'il y a, écoutent cette émission, je pense que ça va les réveiller quand il y a même. une course c'est à, il y a possible. une course à l'imitation quand même qui est assez impressionnante. On voit déjà la tranche du Galaxy S6 quand on la compare à la tranche de l'iPhone 6. C'est vraiment impressionnant. Hein. Oui. Alors bon, Il faut vraiment regarder de près. oui, pour, surtout sur la partie inférieure. la partie inférieure, bien sûr, Avec hein, la fameuse grille de haut-parleurs. Exactement. Bon, Il ouais, coûte combien? On a une idée de son prix lorsqu'il sortira en France? Il est vendu à 250 € actuellement. Ah ouais, donc oui. Alors- c'est le prix de... Non, c'est pour ce prix-là. Enfin, pour le prix d'iPhone 6, on a 3 Voilà. ZTE, quoi. Exactement. En gros, qu'est-ce qui coûte le plus cher là-dedans? C'est l'écran. Hein. D'accord. Après, on l'a testé entièrement. On pourra trouver le test sur ZORNet très prochainement. Il a une autonomie un peu moyenne, c'est un peu son défaut. Et en photo, il est largement moins bon que l'iPhone, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone qui ressemble beaucoup à l'iPhone 6, ce ZTE? Dites-le nous sur Twitter avec le hashtag 01live. Bruno, tout à l'heure, on a vu que Pierre Fontaine avait au poignet une très belle montre, l'Apple Watch. Oui, l'Apple Mais Watch. vous n'êtes pas jaloux pour autant Oui, avec alors, votre montre moi Sony. aussi, j'ai une montre en métal, monsieur. Oui. Alors, vous avez un joli bracelet fluo. Ah oui, Cela alors, dit... c'est pas celle-là, non, Non. ça c'est juste un bracelet. Ah, je l'ai plus. J'ai perdu mon bracelet. Dis donc. Oh là là, ça c'est la VIP. Vous avez vu? Bruno Cormier à l'orange. Et Presque en or. Delphine, elle a la version or. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle peut aller partout. Elle a droit au foie gras et nous on a droit qu'au hot Voilà, dog. juste C'est au ça, café, la- hein, on Je a vous remarqué. servirai voilà. des petits fours. C'est si ça. vous voulez. Chez 42, ils servent gratuitement le café et le Red Bull. Hein. Ah ouais, c'est ça, direct. Cela dit, celle-là, elle est pas mal aussi. Alors, celle-là, elle est assez jolie, elle reste encore grosse. Hein. C'est la Ouais, c'est un Smartwatch peu gros. 3 de Sony qui est en version sortie pour l'occasion, à l'occasion du MWC, en version métal. C'est un peu gros.
encore, mais finalement c'est assez fin, ça se porte plutôt relativement bien sous une chemise. D'accord. J'ai moins de mal à la porter sous une chemise que ma montre habituelle, donc c'est pas mal. Et donc voilà, alors c'est tout, c'est exactement, en termes de logiciel, c'est exactement la Smartwatch 3. C'est toujours Android Wear, alors voilà, il va falloir qu'Apple sorte effectivement sa watch pour peut-être que Google se réveille sur Android Wear et nous fasse quelque chose de vraiment abouti cette fois-ci, parce que là pour l'instant c'est pas du tout suffisant, hein, c'est un peu la catastrophe. Ça marche, hein, ça marche très bien, ça bug pas, mais c'est absolument pas abouti, il y a très peu de fonctionnalités, le peu de fonctionnalités est très mal organisé en termes ergonomiques. Il y a des options qu'on met 10 minutes à comprendre, alors que bon, sur une montre, il faudrait quand même le comprendre assez rapidement. Donc c'est un peu bizarre. Cela dit, la Smartwatch 3, son avantage, c'est que depuis que je la teste, là, elle a l'air de faire 2 journées entières d'autonomie. Ça c'est agréable. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et, je dirais même qu'elle ferait genre 50 heures d'autonomie, donc plus de 48 heures. C'est pas sûr que l'Apple Watch arrive à avoir ce record-là. Voilà, mais le problème c'est que l'Apple Watch aura beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de possibilités. Oui, donc, c'est sûr. voilà. Oui, parce que là, il n'y a pas le le NFC, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien finalement qui mange énormément de ressources. Oui, voilà. C'est de l'affichage de notifications. Voilà, exactement. C'est une montre qui est vraiment en appendice du smartphone, donc il n'y a absolument rien d'autonome, quoi. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'il va falloir peut-être régler chez Android Wear pour rajouter des fonctionnalités un peu plus autonomes, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il faut avoir son téléphone tout à côté, sinon ça ne marche pas. Voilà, ouais, il faut être dans le diamètre du lien Bluetooth. Et voilà, c'est ça, donc c'est quelques mètres en fait. Ouais, voilà. Alors que l'Apple Watch a le Wi-Fi. Donc on peut quand même avoir son téléphone sur la table de salon Je suis pas sûr. et communiquer avec. Ah si, c'est ce qui a été marche en annoncé. Wi-Fi, Tout à fait. C'est une bonne idée, c'est qu'en fait on pourra se balader chez soi et elle prendra le relais par le Wi-Fi pour avoir une meilleure connexion. Si elle perd le Bluetooth, elle prendra le relais par le Wi-Fi. C'est peut-être pour ça aussi que son autonomie va être réduite, parce que bien sûr elle sera tout le temps peut-être en train de chercher le Bluetooth et le Wi-Fi. Mais enfin on verra. On aura l'occasion de bientôt tester cette Apple Watch et on vous dira ce qu'on en pense. Tiens, concernant le ZTE, on a pas mal de réactions sur Twitter, Bruno. Oui. Il y a Fugeret qui trouve pas si terrible que ça, ce ZTE. Oui. Jimmy qui dit j'adhère pas à l'iPhone 6, donc le ZTE, n'en parlons pas. Voilà, donc après c'est une question de goût, quoi. Oui, voilà, bon, c'est le concept. Hein. Le concept, c'est celui qui veut s'acheter un iPhone 6, enfin un ersatz d'iPhone 6 à 250 €. C'est-à-dire que de loin, on peut faire croire que... Voilà, c'est ça. Presque. Après, vous pouvez dessiner une pomme derrière, si vous voulez, là, comme ça. Ça peut être sympa, peut-être une petite pomme. Si c'est un bon smartphone, même s'il est moyen en autonomie, voilà. Oui, c'est pas un mauvais smartphone en tout cas. C'est ça, voilà, 250 €, on a un smartphone plutôt élégant. En effet, et quand on voit qu'un iPhone 6 coûte 700 €, la messe est dite. Alors vous savez que Bruno adore dénicher des smartphones qu'on ne verra peut-être jamais, des smartphones exotiques, des smartphones venus d'autres galaxies, lointaines, très lointaines. C'est le cas de celui-ci. Voilà. Tu vas nous présenter maintenant. Alors j'ose même pas vous prononcer la marque. Alors vas-y. La marque c'est GIU. GIU. C'est chinois. Il est où mon GIU? C'est chinois, mais c'est un smartphone qui risque de faire pas mal de bruit. Puisque déjà il a un très bel écran, 5,5 pouces. C'est pour ça? Non. Oui, d'ailleurs il a 2 haut-parleurs. Deux haut-parleurs? Oui, c'est la première fois que je vois un smartphone avec 2 haut-parleurs à l'intérieur. C'est la classe. Assez bizarre. Il y a des HTC qui ont 2 haut-parleurs, mais sur la façade. Alors, autant vous dire, on ne l'a pas vraiment testé encore puisqu'on vient tout juste de le recevoir. Mais c'est un smartphone 5,5 pouces avec un écran extrêmement séduisant. Alors, c'est un écran LG cette fois-ci, IPS avec de très bons angles de vision. C'est très lumineux. Il y a une petite interface. C'est du LG quad HD ou Full HD? C'est du Full HD. Hein. C'est du Full HD classique. Parce que de toute façon, ça, pareil, hein, c'est un téléphone entre 200 et 300 €. Hein, c'est 250, on va dire. D'accord. Mais gros processeur, énorme batterie de 3100 mAh. Donc et il n'est pas mauvais en photo à première vue, hein, il faut la confirmer. Bref, c'est le nouveau smartphone qui risque de faire du bruit. Il est pour l'instant en import, il est déjà disponible chez des revendeurs en ligne. Bref, on ne l'a pas encore testé. Alors, c'est difficile de s'exprimer exactement dessus. Il n'a pas un petit truc waouh, quoi. C'est un smartphone comme les autres. Alors, il a une interface assez spéciale. Voilà, là, comme on peut voir à l'écran, il a des écrans dédiés à la musique avec des icônes en bas qui changent en fonction. Voilà, c'est le téléphone de David Guetta, hein, j'ai l'impression. Voilà, exactement. D'accord.
Et donc voilà, sinon c'est de l'Android plus ou moins classique avec une bonne surcouche quand même. C'est difficile de reconnaître Android derrière, mais ça ne devrait pas être dépaysant pour un utilisateur Android classique. Voilà. Ça va être difficile de faire son choix finalement parce que des téléphones à 200, 300 euros, c'est incroyable, qui tiennent la route, il y en a de plus en plus. Et puis surtout de marques prestigieuses, hein, enfin des Motorola, des Alcatel, etc. Enfin, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des marques assez costauds et renommées qui sortent des téléphones à 200, 250 euros. Ouais, et ça va être... donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de faire des comparatifs, hein, d'essayer de trouver toujours le meilleur téléphone, notamment avec l'autonomie, hein, puisque c'est souvent l'autonomie qui va jouer sur ces smartphones pas chers. Et il y a toujours, nous, on en teste énormément, et il y a toujours beaucoup de qualité, et finalement un défaut assez handicapant. Alors souvent, on est un peu déçu, on focus un peu sur le défaut. Souvent, c'est l'autonomie, souvent, c'est la photo. Et la photo, voilà, quand c'est pas l'autonomie, c'est la photo. Quand c'est pas la photo, c'est l'autonomie. Bon, bref. Mais en tout cas, on a des comparatifs de smartphones à moins de 250 euros sur 01net et on peut parfaitement faire son choix. On essaye de débroussailler le terrain. Le comparatif permanent, ça c'est la clé de tout, les amis. Vous allez n'importe quand sur 01net.com, vous avez au meilleur moment le meilleur téléphone qu'il faut choisir. Merci beaucoup Bruno. Et de rien. Bruno Merci. Cornier, donc, vous le savez, journaliste au labo 01net. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point sur notre sondage? Ça vous dit? Ouais. Très bien, Bah, bonne c'est idée. toujours pas bon, hein. C'est toujours pas bon. Oui, mais ça m'étonne c'est pas trop beaucoup. cher, Hein. toujours pour l'Apple Watch. Je vais craquer, très peu de votes pour je vais craquer. Ça sert à rien et j'attends de voir les usages. N'hésitez pas, continuez à voter. Hein. 01net.com, vous cliquez sur la page de 01 Live Hebdo et on fera un point la semaine prochaine d'ailleurs. Jérôme Colombin, oui, vous êtes nombreux à nous demander où est Jérôme. Eh oui. Cela dit, je gagne au change. Hein. Regardez, j'ai Delphine à mes côtés, talentueuse en plus. Jérôme sera de retour la semaine prochaine d'ailleurs. Bon, ce 01 Live Hebdo est terminé, Delphine. Absolument. Mais on reste là, car sur ce plateau, on va avoir d'autres invités pour évoquer maintenant ce meilleur dev de France. A tout de suite, restez là. Regardez un peu l'ambiance qu'il y a ici, c'est incroyable. Ça se remplit, mais depuis 14 heures. Voilà, c'est fou. Depuis 14 heures, il y a du monde qui afflue, ça ne s'arrête pas. Alors c'est l'école 42 où nous sommes. Vous connaissez peut-être pas cet endroit, qui est au nord de Paris, dans le 17e arrondissement. C'est un endroit qui a été créé, une école qui a été créée il y a 2 ans, sous l'impulsion de Xavier Niel, hein, le patron de Free. Absolument, on l'a découvert en mars Oui, 2013. Voilà, il avait annoncé cette école et elle a ouvert en fait la première session, on va dire, la première rentrée, c'était à la rentrée donc 2013, septembre 2013. C'est ça. L'idée c'est quoi? C'est de créer les codeurs de demain parce qu'on sait aujourd'hui, Delphine, qu'on manque de codeurs en France. Et c'est vraiment, j'allais dire, alors c'est peut-être un peu péjoratif, mais la chair à canon du numérique de demain, les codeurs. Exactement, on parle de 30 000 postes à peu près disponibles pour des codeurs de génie, de talent. Et en France, on n'en fabrique visiblement pas assez puisque les postes ne sont pas pourvus. C'est ce que nous avait expliqué d'ailleurs le président du Syntec, qui est un peu la fédération qui rassemble toutes les entreprises de l'ingénierie et du numérique. Alors, cette école 42 a été aussi créée par Xavier Niel de manière assez originale puisqu'elle est entièrement gratuite et on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, d'avoir le bac, ou d'avoir un niveau spécifique pour y rentrer. C'est ça la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, un étudiant qui est en échec scolaire parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son bac, par exemple, ou de sa terminale, il peut, s'il est doué, s'il est geek, s'il aime bien coder, eh bien postuler ici et on ne va pas regarder en fait son CV, on ne va pas regarder s'il a un diplôme ou pas. Non, finalement. Visiblement voilà. Ça n'intéresse personne ici dans cette école. Le seul critère c'est la piscine, donc c'est un moment où finalement on fait passer une épreuve. Alors c'est pas une vraie piscine. Hein. Non, ils ne sont pas dans l'eau. On fait passer une épreuve aux jeunes qui ont envie de rentrer dans cette école pour tester leur motivation principalement, je dirais plus que leur aptitude, leur motivation à devenir des développeurs de talent. Voilà, alors bon, autant vous dire qu'ici, ça s'excite parce que ce meilleur développeur de France va bientôt commencer. Hein, Delphine, ça sera dans quelques heures. À 20h. À 20h précisément. Ça va durer combien de temps là, l'épreuve ?
Alors, c'est de 20h à 22h30. 22h30, tout s'arrête et on annonce qui est le gagnant de l'épreuve, qui gagnera donc 10 000 €. Et puis l'année dernière, ça leur a ouvert pas mal de portes pour trouver un travail. Donc voilà, beaucoup de participants cette année encore, pratiquement 1000, c'est ce que nous disait Stéphane. C'est incroyable, c'est un vrai succès. Ouais. Et puis donc à partir de 21h30 sur BFM Business, donc la grande sœur de 01net TV, vous pourrez suivre avec Delphine Sabatier et Sébastien Coinon une grande soirée pour découvrir un petit peu, interviewer tous les acteurs de ce meilleur dev de France, voir un petit peu comment se déroule le métier de codeur, quelles sont les opportunités aussi après de travail quand on fait des études de codeur, j'imagine. Quels sont les débouchés, quels sont les salaires, est-ce que les développeurs sont suffisamment valorisés en France? Ça, c'est des questions qui restent quand même encore à régler. Et puis, il y a aussi Axel Lemaire qui a annoncé une grande école du numérique. Donc, on voit qu'il y a une urgence à créer des codeurs en France. Kwame Ghaneanu nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Kwame. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de cette école 42. On le disait, ça a été... voilà, la première entrée c'était en 2013, septembre 2013. Oui, tout à fait. On peut faire un petit bilan là, ça y est, ça fait 1 an et demi que l'école 42 a été lancée. Qu'est-ce qui marche très bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? Qu'est-ce qui ne marche pas du tout? Alors c'est compliqué 1 an après de faire un bilan, puisque quand on travaille dans l'éducation, on travaille rarement sur 1 an. Oui, c'est vrai que c'est sur de longues périodes, mais sur au de moins, longues périodes. peut-être un premier ressenti. Un premier ressenti, c'est qu'on a l'impression que les élèves sont quand même très heureux de venir, puisque je rappelle que l'école ne force absolument pas les élèves à venir. On a une éducation assez particulière. Donc l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et les élèves décident de rentrer ou pas. Vous avez vu, il y a des portiques, là ils ont des cartes, ils rentrent, ils badgent. Nous on contrôle pas qu'ils rentrent. Ils ont une liberté incroyable, une liberté qu'on n'a pas dans le cursus scolaire traditionnel. Alors c'est une liberté qu'on n'a pas dans le cursus scolaire traditionnel, mais qu'il est obligatoire de donner aux étudiants, puisque notre métier c'est quand même de transformer des vieux adolescents en jeunes adultes. Donc on sait très bien que, entre guillemets, un jeune, ça a l'autonomie de partir en colonie de vacances 3 semaines en août, mais c'est pas avec ça qu'on va créer un monde. Donc il faut leur apporter tout un tas de skills pour leur permettre effectivement de vivre dans un monde qui est effectivement de plus en plus complexe, de plus en plus numérique. Et c'est vraiment notre métier. Donc le premier bilan très positif qu'on peut tirer de ce qu'on a sur l'établissement, c'est très clairement qu'on a envoyé à peu près 700 à 800 jeunes en stage, en l'équivalent, on va dire, un peu d'une fin de première année. Donc en stage, en entreprise. En entreprise. D'accord, après leur première année. Après leur première année, exactement. Donc on a des premiers retours sur le sujet, puisqu'on a fait un certain nombre de sondages auprès des entreprises. On a des résultats qui sont plutôt très bons, puisque je crois qu'à peu près la moitié des entreprises considèrent qu'à 90%, les élèves sont prêts à être embauchés tout de suite. C'est vrai? Ah ouais. C'est le retour qu'on a sur la question qu'on leur a posée. Alors il y a quand même, justement, pour moi une question sur l'adaptation en entreprise, puisque ici, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de prof, il n'y a pas spécifiquement de règles à respecter. Donc on est quand même très loin des exigences de l'entreprise où on a une hiérarchie. Oui, on a une hiérarchie, bien sûr. Où on est obligé de venir tous les etc. jours, de venir la journée, pas la nuit, des choses comme ça. C'est pas compliqué ce décalage entre le rythme de l'école et le rythme de l'entreprise? Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la liberté qu'on leur donne ici, ça leur permet d'avoir un apprentissage de cette liberté. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont obligés de se prendre en main et d'apprendre à se prendre en main et d'arrêter d'avoir votre mère qui vous fait votre bol de céréales le matin. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très demandé par l'entreprise. Alors après, c'est clair qu'ils n'ont pas forcément eu l'habitude de travailler dans des systèmes ultra hiérarchisés, mais de toute façon, pour nous, c'est pas forcément très grave, puisque c'est des systèmes qui sont forcément amenés à disparaître, puisqu'on sort de l'ère industrielle classique avec ces chaînes de montage pour entrer dans l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, c'est le travail en groupe, c'est le travail interservice, c'est toutes ces choses-là. Et il est clair qu'une entreprise qui ne peut pas supporter qu'un de nos étudiants aille toquer à la porte du voisin en demandant « Hey, on a un truc à faire, comment on fait pour s'arranger ?» C'est sûr que notre étudiant sera très mal accueilli, ça va mal se passer. Mais je pense que l'étudiant, effectivement, partira peut-être de lui-même ou sera potentiellement viré. Maintenant, les entreprises qui les ont pris, ils nous connaissent quand même un petit peu. On ne postule pas des stages à 42 comme ça et savaient très bien que nos étudiants potentiellement avaient cette manière de faire les choses. Après, c'est des étudiants qui savent très bien se prendre en main, c'est-à-dire que justement, le fait de leur avoir donné cette liberté fait aussi qu'ils ont dû l'apprendre. C'est pas parce qu'on demande aux étudiants, etc. Vous avez quand même les projets qui sont à réaliser. Ils se rendent bien compte que les projets ne seraient pas réalisés. Ils se responsabilisent, Ils se responsabilisent, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Et il y a des choses qui ont évolué là en 2 ans. Justement, vous parlez des projets. Je crois savoir qu'il n'y a plus de première année, deuxième année. Il y a des choses qui ont quand même changé.
dans le processus d'évolution des étudiants à 42 ? Forcément, puisque si vous voulez, la problématique qu'on a, c'est qu'on est quand même dans une école où on essaie des choses relativement nouvelles. Donc clairement, des fois on se plante et on pivote, c'est pas très grave, on travaille comme les startups, c'est notre métier, c'est un peu notre manière d'être, et ça fait partie de notre ADN, et c'est pas très grave. On a dit bon, on s'est trompé sur un truc, on va le basculer, on va changer un certain nombre de choses. Il y a des grandes discussions toujours en interne sur... Qu'est-ce qui a changé concrètement, c'est quoi ? Par exemple, on a terminé de décloisonner. Donc ce qu'on appelait décloisonner, c'est que quand vous êtes étudiant à 42, dans n'importe quelle école, on vous dit vous avez un projet à rendre pour la semaine prochaine. Okay, pourquoi pour la semaine prochaine ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous corriger, il y a un prof qui va vous corriger, etc. Nous, en fait, on n'a pas de prof. Donc il y a un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'obliger les gens à terminer les projets pour la semaine prochaine ? Et donc on a pris la décision de complètement lever ça. Donc désormais, en fait, un étudiant, quand il est à 42, il rentre sur 42 et il a son projet à réaliser. À lui de définir la date à laquelle il pense le rendre et d'essayer de le rendre à cette date-là. Et donc on a des étudiants qui peuvent, on a des décalages dans les promotions. D'abord, on prend des étudiants qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, on a des étudiants qui ont déjà un background en programmation, qui peuvent venir d'écoles d'informatique, qui peuvent être en fac d'informatique, etc. Et qui, potentiellement, a priori, vont avancer plus vite qu'un étudiant qui est bien plus jeune, qui a 18 ans, qui n'a pas de background. Et donc, c'est pas grave. Il n'y a pas de notion de je redouble pas. Il faut s'adapter à la vitesse de chacun pour l'emmener vers la meilleure éducation. Aujourd'hui, en France, on vous dit à l'âge de 7 ans, vous devez apprendre à lire et à écrire. Ça paraît normal à tout le monde. À part qu'une classe d'âge, c'est 800 000 personnes. Et donc, on demande à 800 000 personnes d'apprendre à lire et à écrire au même moment. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant, 800 000 personnes apprennent à lire en même temps. Alors, comme quoi, la génétique est bien faite. Ben non, la génétique n'est pas bien faite. On peut apprendre à 3, à 4, à 7, à 8, à 9. Et c'est pas ça qui va vous dire si vous serez prix Nobel à 20. Alors voilà. Là, on est sur du sur-mesure, finalement. Voilà, alors justement, c'est toute l'idée, c'est qu'on a toute une quincaillerie, la quincaillerie informatique qui gère le cursus de l'étudiant. Et cette quincaillerie informatique va vous permettre de personnaliser le parcours à chacun. Donc c'est un parcours personnalisé pour une masse d'étudiants, bon, qui, évidemment, en comparaison de 800 000 n'est pas grand-chose, on en a un petit millier, mais voilà, ça fonctionne très bien. Alors moi, j'avais une question, excuse-moi, encore. Ils ne font que du code. Il n'y a pas de cours, je ne sais pas, juridiques, par exemple, sur la protection des données privées, sur la sécurité informatique, sur l'anglais. Alors, ça, c'est une question qui va demander... Enfin, il me faut un tout petit peu de temps pour y répondre. Il n'y a pas de problème, donc, vous l'avez. Donc ça, c'est une problématique qui est qu'en fait, si vous voulez, dans le système pédagogique classique, on a fait ce qu'on appelle la balkanisation des compétences. C'est-à-dire que les étudiants vivent dans un monde qui est globalement séparé en deux. C'est-à-dire que vous avez un élève aujourd'hui considère qu'il a une vie civile, la vie avec ses parents, la vie le week-end, la vie le soir, etc. Et à côté de ça, on lui demande de prendre le rôle d'élève chaque jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il apprend des choses dans ses écoles et il ne voit pas forcément le lien qu'il y a avec sa vie civile. Ce qui est le contraire de ce qu'on voulait faire à la base. On voulait vous apprendre des maths pour vous en servir demain. Et ce qui se passe, c'est que cette séparation, et en plus cette séparation par matière, fait qu'aujourd'hui, un étudiant, vous lui demandez, je vous pose la question, est-ce que vous êtes bonne en maths ? Et vous allez me dire potentiellement, ah non, en fait, je suis sûr pas que génial, Delphine était très ou bonne je suis en maths. bonne. Moi, j'ai eu un bac C, moi. Voilà, c'est ça. Moi aussi. Et pourquoi vous allez dire ça ? Parce que vous avez eu un bac C. Or, en fait, tout le monde est bon en maths, parce que tout le monde fait de la 3D quand il marche, fait de la 4D, etc. etc. Ouais. Et donc, nous n'avons pas de balkanisation des compétences. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'éducation, c'est des matières qui sont séparées et qui sont découpées en rondelles. Donc, à 42, on fait un projet. Et ce projet, vous allez le faire en groupe. Et dans ce projet, vous allez trouver des maths, de la physique, de la culture générale, potentiellement du juridique dans certains cas. Et en fonction de chacun, effectivement, il va en faire. Non pas, il ne va pas apprendre à faire des maths, il va en faire. Il va fabriquer ses mathématiques, il va fabriquer ses juridiques, il va fabriquer sa culture générale autour du projet. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous ne donnons pas de notes, puisque nous-mêmes, nous sommes incapables de savoir par projet ce que chaque étudiant a travaillé dans tel ou tel secteur. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi nous n'avons pas de cours de sécurité en soi, nous faisons de la sécurité. Voilà. Donc il y a quelques étudiants, par exemple, on est parti au ski une semaine, bon, ils nous ont retourné l'école, bon, on les a pris au bocal. Donc ils font partie de l'administration système maintenant. D'accord. Et justement, comment on les évalue alors s'il n'y a pas de notes ? Oui, mais voilà, à la fin, comment on leur décèle un diplôme ? Ils ont un diplôme quand même ? Très sincèrement, est-ce que vous savez fabriquer une voiture ? Oui, bien sûr, j'en fais tous les jours. Vous en faites tous les jours ? Non, bien sûr que non. Je vous pose une Ferrari, je vous pose une Fiat.
Bon, les deux sont Fiat, vous me direz. Oui, les deux sont italiens. Est-ce que vous êtes capable de définir, de votre point de vue, quelle est la meilleure voiture entre les deux? Vous êtes capable de le faire, même si vous n'êtes pas constructeur de voiture. Donc notre principe encore dans la notation, c'est de dire que, en tant qu'étudiant, quand vous avez réalisé votre projet, vous allez présenter votre projet à d'autres étudiants, des pairs, c'est-à-dire du même niveau que vous. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, il n'y a pas de notion de maître-élève. Et vous allez présenter votre projet et l'étudiant en face va juger si votre projet il marche ou pas. Et il n'y a pas besoin d'être spécialiste d'eux. Donc vous avez des étudiants qui réalisent des projets et ils vont devoir être en mesure d'expliquer leur projet. Alors ça crée des situations absolument improbables. Parce que vous avez ici, par exemple, vous avez un docteur en philosophie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous allez au bocal, vous allez croiser un moine tibétain, en vrai, oui. avec en toge, en robe. Et évidemment que quand des personnes comme ça fabriquent un projet, ils ne le fabriquent pas de la même façon, j'oserais dire, qu'un polytechnicien. C'est évident. Mais est-ce que oui ou non, ça empêche que vous soyez capable de juger si le projet fonctionne ou pas? Voilà, nous fonctionnons sur cette méthodologie-là. Quoi, après, avec le rythme de croisière, vous pourrez sortir combien de codeurs qui pourraient être sur le marché du travail par an, à votre avis? Alors, on va sortir entre 800 et 1000 par an à peu près, sur un rythme de croisière. Qui trouveront du travail Alors, je ne suis pas Madame Soleil. Non, mais à votre avis, vu aujourd'hui les besoins que les entreprises, et on voit avec l'ère du numérique, les gens qui ont besoin de codeurs, ils trouveront du travail facilement? Alors, il faut imaginer que, très sincèrement, je pense qu'à la fin, vous avez deux choses. D'abord, il ne faut pas confondre les termes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le codeur et vous avez le développeur. Le codeur, c'est quelqu'un qui sait coder. Le développeur, c'est le professionnel du code. C'est pas parce que je vous ai appris, vous avez fait un bac C, c'est pas parce que vous avez fait des maths qu'aujourd'hui vous êtes mathématicienne. Donc, on ne fera pas un monde de développeurs. Si on a 1 ou 2% de développeurs dans notre société, ce sera largement suffisant pour couvrir les besoins en termes de professionnels de développement. Maintenant, dans l'école, nous allons sortir des développeurs, c'est-à-dire des professionnels du code, et nous allons sortir des gens qui ont un mindset, une manière de voir les choses, qui est la manière de voir du codeur. C'est-à-dire que de la même façon que quand vous avez appris à faire des maths, quand vous voyez un problème, vous avez une manière de réfléchir, nous allons sortir des gens, quand ils sont face à un problème, ils vont avoir une manière de réfléchir. Et le marché du travail a besoin de ces gens-là. Cette manière de réfléchir, vous pouvez l'adapter dans n'importe quoi qui est numérique. J'oserais dire, ces étudiants seront capables de voir la matrice. Et tout simplement, vous pouvez rajouter par-dessus tout un tas de skills, comme par exemple des skills business, marketing, de dessin, et vous obtiendrez des gens qui vont sortir, qui vont travailler dans le marketing. On a fait des associations, par exemple, des partages de connaissances avec HEC. On a travaillé, par exemple, avec l'école Condé sur le design. On travaille avec l'Institut français de la mode. Et vous allez obtenir donc des étudiants qui, non seulement, quelque part, ont quelques skills autour du marketing, etc., mais ont une vision du monde qui est celle du codeur. Et c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci. Rappelons que vous êtes le cofondateur donc de cette école 42. Et merci de nous accueillir d'ailleurs ce soir. C'est cool. Il y a une bonne ambiance. C'est très sympa. Guy Mamouani, dans un instant, nous rejoint sur ce plateau. Il est président du Syntec Numérique. A tout de suite. On est là dans quelques secondes. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct sur 01net TV. Merci de nous suivre avec le hashtag 01live si vous voulez réagir. Nous sommes au cœur de l'école 42, alors que dans quelques heures débutera donc ce concours du meilleur développeur de France que vous allez pouvoir suivre sur 01net.com, mais aussi sur BFM Business à 21h30 avec l'émission de Sébastien Coinon, Tech & Co. Delphine, invitée maintenant pour évoquer encore ce métier du numérique. C'est Guy Mamouani qui nous a rejoint. Bonjour Guy. Bonjour. Un révolutionnaire, Guy Mamouani. Ah, très bien. L'année dernière, je me souviens, vous aviez appelé les développeurs et les jeunes à faire la révolution. Exactement. Et alors cette année, vous avez parlé de quoi ici? Alors j'étais plus raisonnable. J'étais plus raisonnable. Bah, ça y est, la révolution est faite. La révolution est faite. J'ai parlé de transformation. Voilà. En effet, aujourd'hui, nous vivons une période quand même très intéressante où l'ensemble des entreprises du pays, du monde, sont en train de se transformer, quel que soit le secteur, pas uniquement le numérique d'ailleurs. Et je leur ai dit qu'on allait avoir besoin d'eux et qu'il est très important pour notre pays de continuer à avoir cette force que représente aujourd'hui notre système de formation. Et je suis très très heureux d'être là, évidemment, de soutenir cet événement parce qu'il symbolise parfaitement la force de notre pays et j'aime à penser que nos pouvoirs publics
regardent votre émission et s'imprègnent un petit peu de cette ambiance. Et en plus, c'est pas c'est quand même le Syntec numérique qui parle aujourd'hui, donc il connaît très bien le secteur. On n'est pas là sur des paroles légères. Oui. On peut peut-être rappeler ce qu'est le Syntec numérique pour tous ceux qui ne sauraient Tout à pas fait. exactement. Le Syntec numérique est la chambre professionnelle des entreprises du numérique. Nous avons 1500 adhérents et nous représentons finalement un secteur qui représente 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui représente 400 000 salariés et qui est quasiment plus gros, oui pas quasiment, qui est plus gros que la pharmacie ou l'aéronautique, ce qui se sait très peu. Et il faut ajouter à ça que nous avons chez nos clients, les banques, les assurances, les start-up de e-commerce, etc., autant de salariés, à 300 000 développeurs. Donc c'est une population de 600 000 développeurs dont nous parlons, c'est la force de notre pays. Et nous avons le système de formation que nous accompagnons, que nous soutenons, qui est le plus efficace au monde. Mais là, vous avez la plus grande couveuse que vous pouvez rêver. On est Exactement, d'accord. c'est tout à fait ça, c'est une couveuse et on en voudrait beaucoup. C'est pour ça qu'on soutient l'école 42, mais on soutient aussi les universités, les écoles d'ingénieurs. Vous on manquez soutient les écoles beaucoup de pour codeurs, décrocheurs. de développeurs aujourd'hui. La France manque de codeurs et de développeurs, Tout clairement. à fait. Je vous remercie d'avoir parlé du sérieux du Syntec numérique parce que je crois que nous sommes à peu près les seuls à donner des vrais chiffres parce que nous faisons des études très approfondies. Des fois, j'entends des chiffres partis dans tous les sens. Je vais vous donner les vrais chiffres du secteur. Je vous ai dit que ça représentait 400 000 salariés. Nous faisons 35 000 offres d'emploi par an. Et nous créons depuis 20 ans 10 000 emplois nets. Donc c'est quasiment, à mon avis, un des très très rares secteurs en France qui le fait. Donc 10 000 emplois nets, c'est déjà formidable. Par an. Et en plus, on pourrait en faire plus parce que nous avons fait un contrat d'études prospectives à la demande du gouvernement qui anticipe 38 000 emplois minimum à créer d'ici 2018. Donc là, il y a encore un nouveau potentiel. Et alors, c'est exactement le message que j'ai porté auprès des jeunes qui m'écoutaient. C'est essentiellement sur quoi? Sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la mobilité, le big data, le cloud computing, la sécurité. Et donc, je leur disais, allez vers ça puisqu'il y a une telle croissance et il va y avoir une telle demande. Et on avait parlé aussi du problème des chômeurs. Finalement, il y a plein de talents qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas connus. Et vous aviez un plan de formation des chômeurs au développement en particulier? Tout à fait, parce que ça c'est vraiment un paradoxe absolument surréaliste. Avec la pénurie dont nous venons de parler, il y a quand même 40 000 chômeurs, 40 000 chercheurs d'emploi de l'informatique. C'est pour moi inadmissible. Donc le Syntec numérique s'est engagé avec le Pôle emploi, avec notre organisme de formation, le FAFIEC, et nos adhérents, à faire un plan de formation, mais formation qualifiée par rapport aux besoins des entreprises. Ce qui fait que nous avons réussi cette année, en 2014, à former et recruter 900 chercheurs d'emploi, et on en attend plusieurs milliers pour l'année qui vient. Est-ce que vous discutez avec le patron de l'école 42, les fondateurs, pour affiner encore ce que vous recherchez véritablement? Parce que là, on l'a bien compris, c'est du codage et du développement. Est-ce que vous pouvez aller plus loin justement pour essayer de créer les emplois de demain directement dans les écoles? Absolument. Ou les formations? En relation permanente avec Kwame, que vous avez interviewé juste avant, parce que lui, il est très intéressé par justement toutes ces statistiques. Il est très demandeur d'avoir une visibilité. Et quand je vous parlais de ce contrat d'études prospectives, il ne s'agissait pas de dire globalement. Nous avons cerné, suivant les formations, les demandes des entreprises, quels sont les types de besoins qu'on a. Et je voudrais insister sur le fait que contrairement à l'informatique de grand-papa, ça s'adresse à tout niveau. Vous avez des écoles aujourd'hui qui s'adressent à des décrocheurs qui n'ont même pas le bac. Vous avez des DUT, des BTS qui sont excellents. Vous avez des écoles comme 42. Vous avez les fameuses écoles d'ingénieurs, les universités. Et je voudrais citer un exemple absolument que je trouve formidable, à la Sorbonne. Vous voyez, la Sorbonne, on ne s'attend pas à ce qu'on forme des informaticiens. Il y a un master qui s'appelle le MIMO, maîtrise d'informatique et maîtrise d'ouvrage, qui prend des jeunes filles en particulier à 90%, ce qui est pour moi une grande satisfaction. Et pourquoi des jeunes filles d'ailleurs? Justement parce qu'il y en a très peu. Et à la Sorbonne, il y en a plein. Ah oui, voilà. C'est bien un de nos problèmes d'ailleurs. Et il les forme massivement et très professionnellement à l'informatique. Et vous avez donc ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage qui sont très très recherchés aujourd'hui. Et le modèle de l'école 42, ça vous convient? Est-ce que c'est compatible avec l'entreprise? On en parlait tout à l'heure avec Kwame. Est-ce qu'il y a un modèle en entreprise qui est capable d'absorber des jeunes qui travaillent sans horaire, sans hiérarchie? Est-ce que c'est vraiment compatible? Je n'ai aucune religion en la matière. Je soutiens toutes les initiatives. Et je trouve que l'école 42, c'est formidable.
Et je trouve que WebForce 3, c'est formidable. Eux, ils forment en 3 mois. Mais c'est autre chose. Oui. Ça ne va pas être les mêmes profils. Et puis les écoles d'ingénieurs, c'est un autre profil. En revanche, ce que j'apprécie beaucoup, puisque je côtoie beaucoup Kwame, c'est qu'il y a une façon d'aborder le sujet sur le travail en équipe, par exemple, qui est atypique, qui est atypique et qui est absolument remarquable et qui est recherché dans les entreprises. Et puis un peu ce désordre organisé, je crois que ça correspond bien, à l'esprit collaboratif du monde du numérique de demain. Et on va plus vers du télétravail peut-être sur ces professions aussi. Oui, ça va beaucoup plus loin que le télétravail. Nous sommes en train de casser tous les codes, tous les repères, le temps, la distance, le contrat de travail, la façon de fonctionner ensemble. Eh bien ça, je crois que l'école 42 a le mérite de préparer un petit peu ce monde de demain et la révolution C'est dont nous peut-être parlions les l'année entreprises dernière. qui ne sont pas encore prêtes, mais Voilà, tout à fait. ça va se En faire. revanche, il n'y a pas beaucoup de filles, Delphine, ici. Alors- Autant tout à l'heure vous parliez qu'à la Sorbonne, c'était 90% de filles. Là, Je peux vous il y a donner plus des de chiffres. testostérone. Absolument. Allez-y. C'est un vrai drame. En fait, nous avons 27,4% de femmes dans le secteur, ce qui est déjà impensable. Mais si vous prenez que la population technique, on descend à 13%. Et donc là, c'est quand même une anomalie, sachant qu'en Inde ou en Corée du Sud, c'est un métier plus féminin. C'est-à-dire plus de femmes que d'hommes. On arrive à analyser pourquoi. Alors oui, à force de se poser cette question, on a fini par trouver des raisons. C'est une mauvaise image de nos métiers. Et je crois que nous avons, Syntec Numérique et puis toute la profession, à changer les choses. C'est pour ça qu'on a créé Femmes du numérique, le trophée Excellencia, Talent du numérique, tout ça avec des rôles modèles pour mettre en avant que ces métiers-là ne sont pas du tout masculins par genre. Vous voyez, on est très loin de ce sujet. Alors concrètement, pour tous ceux qui nous regardent, qui sont peut-être jeunes et qui ont envie justement de se lancer dans ces métiers du numérique, est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ces métiers? On est recruté à 33 000 € en moyenne. Là, c'est bien, on parle d'argent, c'est concret. Ah oui, Bah c'est oui, concret. On bien a fait sûr. toutes les études. Vous pouvez aller sur notre site d'ailleurs. On a fait un observatoire de l'emploi. Et en milieu de carrière, on est à 48 000 €. Et quand on se compare à d'autres secteurs, on est plutôt bien placé. Et je voudrais rajouter aussi un point, parce qu'il y a une étude qui vient de sortir, puisqu'on vient de parler des jeunes femmes. Vous savez qu'il y a le vrai scandale de tout notre pays, mais dans bien d'autres pays, donc une différence salariale entre les hommes et les femmes. Dans le numérique, il n'y a que, entre guillemets, 5% d'écart. C'est inadmissible, Oui, mais c'est et moins c'est que mieux dans que les les- autres secteurs. dans les autres secteurs. Exactement. Et c'est beaucoup de positif. CDI aussi, je crois, dans Et absolument, il faut le répéter, puisque un des drames finalement de notre pays, c'est le chômage des jeunes et la précarité. 93,4% de CDI dans notre secteur. ça, c'est impressionnant. Et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner pour attirer les jeunes et les jeunes femmes en particulier. Et vous Voilà. avez un événement bientôt, les talents du numérique. Voilà, Alors deuxième là, c'est- édition des talents du numérique. On en avait parlé l'an dernier puisque Quelle c'était là qu'on différence avait parlé. avec 42 Bah, ça n'a rien à voir Non, là, si vous voulez, les talents du numérique, nous, on appelle tout le monde, d'ailleurs, y compris Talent 42, à y participer. C'est candidater sur des projets. Et en effet, ça se passe à la mutualité. C'est pour ça que j'avais parlé de révolution, parce que la baseline, c'est de dire, sous les pavés, le numérique. Très bien. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup C'était à un vous. plaisir de vous accueillir, comme l'année Avec dernière plaisir. d'ailleurs. Et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Absolument. Voilà, Guy On sera Mamoumanil, le président du Syntec Numérique. Merci revoir. beaucoup. Delphine, on va se dire au revoir là maintenant. Eh oui. Juste peut-être expliquer ce qui va se passer ce soir. Voilà, donc ce rendez-vous sur 01net TV va se terminer. D'ailleurs, ce 01 Live Hebdo a été plus long que d'habitude, puisque d'habitude on termine à 18h30, là il est pratiquement 19h. Mais sur BFM Business, vous prenez le relais tout à l'heure avec Sébastien Coinon pour un Tech & Co exceptionnel depuis l'école 42. Et oui, comme le 01 Live Hebdo, en fait, le Tech & Co sera beaucoup plus long puisqu'on démarre à 21h30 avec Sébastien Coinon jusqu'à 23h. Ce qui va nous permettre de voir le début de cette compétition, le grand concours du meilleur dev, et puis surtout d'avoir le nom du gagnant. Donc ça, réponse à 22h30, on connaîtra l'heureux élu. Voilà, et vous l'interviewerez sans doute, il sera Et ben on n'y manquera pas. sous les projecteurs de BFM Business. Et en attendant, on accueillera évidemment aussi le parrain de ce grand rendez-vous qui est Showroom Privé, qui nous expliquera pourquoi il parraine cet événement, ce qu'il a mis en place aussi autour des développeurs, et puis il y aura plein de startups qui seront invitées. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup aussi de startups et d'entreprises ici qui sont présentes. Delphine, merci. On se retrouve la semaine prochaine dans notre studio Avec à 01net plaisir. TV. Voilà pour 01 Live Hebdo. On salue Jérôme qui sera de retour bien sûr jeudi prochain. Vous savez que toute l'actualité high-tech sur 01net TV, c'est tous les jours. Portez-vous bien et très bonne soirée à vous tous.